Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurice Bélanger, décédé récemment. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'honorable Maurice Bélanger, député libéral représentant Ottawa-Vanier à la Chambre des communes. Je m'entretiens avec lui des grands enjeux qui intéressent les Canadiens. Nous parlons d'économie, d'environnement, nous parlons de culture, de sécurité, de dualité linguistique, du rôle du Canada dans le monde et bien sûr de ces valeurs qui nous tiennent à cœur, des valeurs démocrates qui nous définissent comme Canadiens. À CJFO, on est bien content que vous y soyez. Je reçois l'honorable Maurice Bélanger. Vous êtes à Ginette Gratton-Reçoit. C'est difficile pour les gens à la radio de savoir ce qu'ils écoutent. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Maurice. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Et toi? Moi, ça va très bien. Je peux te dire qu'il y a un paquet de gens qui sont heureux que tu sois de retour à Rogers pour faire ce genre d'émission. Moi, je suis très heureuse d'être de retour. J'ai beaucoup aimé mon séjour à la Cité collégiale. Ça n'a rien à voir avec la Cité collégiale. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler. Merci de me donner la chance. Mais je suis vraiment contente d'être revenue parce qu'à tous les jours, ça me permet de faire valoir toutes les forces créatrices de notre communauté. Et c'est tellement important de les connaître. C'est comme ça qu'on sent qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut bâtir ensemble. Mais là, aujourd'hui, tu es là, Maurice, pour nous parler de toi, du Parti libéral, du Canada, de plein de choses. Et je t'inviterais dans un premier temps à nous dire, premièrement, nous expliquer ce qui se passe avec le Parti libéral. Le lendemain, le 2 mai, le 3 mai, quand vous êtes levé, ça a été un dur coup. C'était très dur le 2 mai. Le 2 mai aussi, oui. Écoute, il y a une semaine d'élection, on se rendait compte là, que nos chances de former un gouvernement n'existaient plus. On se demandait si on serait toujours à l'opposition officielle. Mais il y a eu la vague orange a déferlé au-delà du Québec. On l'a ressenti très fortement en Ontario. Ah oui, définitivement. Moi, je me souviens qu'à une semaine du vote, les conservateurs ne pensaient pas qu'ils réussiraient à obtenir une majorité. Nous, on pensait qu'on serait proche, qu'on aurait peut-être un peu plus de sièges que les néo-démocrates, mais on connaît la suite. Et puis moi, je peux dire, dans la circonscription, les résultats du vote anticipé et du vote du 2 mai étaient complètement différents. Ah oui, hein? Une semaine avant, parce que c'était la limite pour les votes anticipés, les résultats étaient ce que j'ai connu, moi, avec une bonne longueur d'avance sur les conservateurs et les néo-démocrates troisième. Alors qu'à l'élection, c'était le contraire. Ma longueur d'avance était réduite. Les néo-démocrates étaient deuxième et les conservateurs loin derrière. Alors, il y a 5000 votes là, ici dans Ottawa-Vanier qui sont passés de chez les libéraux, qui sont allés aux néo-démocrates. Et ça, c'est l'effet d'une vague. Oui. L'effet Jack. C'est pour démontrer l'effet de Jack Layton, oui. Puis c'est pour démontrer aussi la fragilité des décisions que les gens prennent. Des fois, c'est vrai, je me dis, voyons donc comment ça on peut changer comme ça. Pourquoi? C'est parce qu'on ne s'informe pas avant la dernière minute? Non. Ginette, je pense que c'est un phénomène qui est grandissant. L'allégeance à un parti politique est moins fréquente qu'elle ne l'était auparavant. Oui, surtout chez les jeunes. Oui. Et puis, il y a aussi un effet médiatique qui est beaucoup plus fort qu'avant et qui fait que ces grandes vagues se matérialisent. Mais entre le Parti libéral et le Parti néo-démocrate, bien sûr, il y a des différences. Mais elles ne sont pas aussi grandes qu'entre le Parti libéral et le Parti conservateur à l'heure actuelle. Absolument, tu as raison. Mais juste pour finir tout à l'heure, et puis à cause de cette vague, les conservateurs ont gagné 16 sièges dans la région de Toronto qu'ils ne pensaient pas gagner. Et c'est là qu'ils ont eu la majorité. Il n'y a pas... je veux dire, quand tu parles d'échiquier politique, les libéraux se sont traditionnellement situés au centre, les conservateurs un peu à droite et les néos un peu à gauche.
Et tout le monde se dirige vers le centre parce que, de nature, les Canadiens ou le Canada, c'est un pays plutôt plus centriste. C'est-à-dire pondéré, modéré, qui va piger du côté de la soi-disant droite ce qu'il trouve de mieux, qui va piger du côté de la soi-disant gauche ce qu'il trouve de mieux. Alors, les Canadiens ont toujours eu tendance, jusqu'à maintenant du moins, à être plutôt pragmatiques qu'idéologiques. Et leur parti politique également. Oui, bien c'est ça. Ça change. Mais le pragmatisme peut aller assez loin. Oui, mais là, on voit que, puis là, on le constate avec les agissements du gouvernement de M. Harper, l'idéologie est très forte et prime par rapport à certaines initiatives législatives. Oui. On va en parler un peu plus tard dans l'émission sur vos positions à vous et voir comment ça se mesure à ce qui est présenté en Chambre par le gouvernement qui est majoritaire, le gouvernement de M. Harper présentement. Mais j'aimerais savoir, le Parti libéral, alors le lendemain matin, bien, le soir, ça a été difficile. Le soir, c'était difficile. Le lendemain, là. Dès le lendemain, vous avez, presque immédiatement, vous avez dit on entreprend une démarche pour repenser le parti. Moi, j'ai vu, dès le lendemain, des milliers de libéraux un peu partout au pays se sont mis à communiquer avec la centrale et pour dire, bon, là, il faut reconstruire. M. Ignatieff a annoncé qu'il quittait. Et il y a eu une vague de libéraux qui se sont affichés très clairement pour dire on veut, nous, qu'il y ait un chef intérimaire ou une chef intérimaire de choisi. On préférait que cette personne ne puisse pas ensuite être candidat ou candidate. Et on veut se donner du temps. Là, on parlait d'1 an à 3 ans, mais finalement, ça s'est donné 1 an et demi, pour refaire notre travail comme parti, pour se recentrer, se réaffirmer, se réorganiser. Et c'est ce qui va se produire là, depuis ce temps-là, parce que le congrès sur lequel je travaille comme coprésident aura lieu à la mi-janvier ici à Ottawa. Et c'est un congrès essentiellement de reconstruction du parti. Oui. On va regarder la façon qu'on procède à certaines choses, nos structures, notre adhésion, le financement, certaines de nos politiques de base. Alors, c'est un travail de longue haleine là, qu'on entend. Puis, au congrès du mois de janvier, qui pourra participer? Les membres, bien sûr, ceux qui détiennent des cartes de membres? La structure est que chaque comté du pays peut envoyer 20 délégués. 22, c'est-à-dire 20 délégués plus le président ou président d'association et le député ou candidat qui s'était présenté aux dernières élections. Alors, ensuite de ça, il y a les clubs de jeunes, les clubs de femmes. Okay. Alors, sur un potentiel de plusieurs milliers, nous, on espère être environ 2000 délégués. Okay. C'est quand même, en plein milieu de janvier à Ottawa, là, c'est pas peu dire. Parce qu'après l'élection, les conservateurs avaient eu un congrès ici en juin. Ils avaient, je crois qu'il était peut-être 1500 personnes à peu près, et les néo-démocrates en avaient eu un à Vancouver, ils étaient 1000 personnes. Alors, on espère, nous, avoir entre 1500 et 2000 personnes. On va voir. D'ailleurs, toutes les indications qu'on a jusqu'à maintenant sont effectivement que ce sera le nombre à peu près qu'on aura de délégués. Quand on va voir sur votre site Web, le site Web du Parti libéral du Canada, on peut voir l'invitation à participer, à donner des opinions, à dire ce qu'on pense. Donc, vous avez ouvert vraiment votre processus pour entendre ce que les Canadiens disent? Deux choses. On a ouvert à tous les membres, tous les Canadiens qui veulent être membres du parti. Oui. Ils avaient jusqu'à la fin novembre pour devenir membres, pour pouvoir ensuite être délégués. Et ils ont jusqu'à demain, le 7 décembre, pour indiquer leur intention d'être délégués. Et les associations ont jusqu'à la mi-décembre pour faire leur réunion, le rassembler, pour choisir les délégués. Alors déjà, là, on a, je crois, tout près de ça, 2000 délégués qui ont été choisis, mais il faut qu'ils s'inscrivent. Donc là, mais on a fait une autre chose. Et ça, je pense que je vais faire une affirmation ici. J'aimerais bien que tu vas engager tout le parti? Non. Le parti a fait de son site Web le site le plus ouvert. Il est centré sur les membres. Tu vas là, puis c'est un site où tu peux t'exprimer. Je suis d'accord qu'il est très, très bien conçu. Et le programme du Congrès est sur le site également, déjà là. Mais il faut être membre. On n'a pas besoin d'être membre pour aller sur le site. Non, n'importe qui peut aller membre. Mais pour donner des commentaires, il faut être membre? Bien, il y a une... Non, pas non plus, mais il y a une section pour les membres. Oui. Et aussi,
Notre congrès va être diffusé pas en ondes, sur le site. Sur le web. Sur le site. OK. Webcast. Webcast. Et ouais. peut-être que CIPAC, là, on ne sait pas, on est en discussion avec Oui, eux également. oui, Alors, on verra oui. bien. Ben, on s'en va à une pause. On revient tout de suite. Restez avec nous. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurice Bélanger, décédé récemment. De Maurice Bélanger, le député d'Ottawa-Vanier, député libéral à la Chambre des communes. On parle de tous ces enjeux qui nous intéressent. On a parlé, là, on a fait le tour à peu près assez rapidement, mais quand même, là, on attend. On suit ce que vous faites, le Parti libéral, pour savoir comment vous êtes en train de vous réorganiser, repenser. Parce que ce que tu disais, Maurice, c'est tellement vrai que les Canadiens, on a toujours été dans le centre. On a toujours... puis c'est pas... Je parle pas de façon partisane. Non, je parle dans comprends tout ce qu'on fait. Ginette... Puis finalement, le monde, on devrait être... Il me semble que la loi du milieu, quand on a pesé le pour et le contre de toutes les choses, ben c'est la loi la plus logique pour vivre ensemble. C'est qu'on n'est pas nécessairement au centre, dans le sens que, tu sais, si tu prends de deux côtés, on ne va pas automatiquement au centre. C'est qu'on va trouver des solutions pragmatiques. Ça ne nous dérange pas, comme je l'ai dit, de chercher vers la droite si c'est plus pragmatique ou vers la gauche. Et ce qui était très intéressant, après l'élection, j'ai eu un paquet de monde qui sont venus me voir me dire, puis pas des libéraux, là, M. Bélanger, on ne voudrait pas que le Parti libéral disparaisse. On pense qu'il y a un rôle pour le Parti libéral au Canada, peut-être même seulement qu'un rôle de modérateur, de pondérateur, mais les gens ne voudraient pas voir, sauf peut-être si on est conservateur réformiste ou vraiment néo-démocrate au point d'en vouloir la mort du parti, là, mais les gens qui ne sont pas partisans là, ne veulent pas voir disparaître le Parti libéral. On ne disparaîtra pas. Peu importe le parti, s'il n'existerait pas de parti, s'il n'y en avait rien qu'un. Ouais, on ne disparaîtra pas. D'ailleurs, tous ceux qui pensent qu'on est mort ou en train de mourir, je les inviterai à suivre le congrès. Oui, oui. Puis je pense que vous êtes quand même assez présent dans les médias. M. Ray est très présent. Bob fait un excellent travail comme chef intérimaire. Il est allé dimanche à Tout le monde en parle. Il y a été 2-3 semaines de temps. Et puis là, je veux dire, OK, il y a un concours de circonstances parce que les néo-démocrates sont en chefferie. Donc, les gens qui sont les têtes d'affiche du parti sont présentement pas en chambre. Alors, ça nous vous avantage. Ça nous avantage, mais on en profite, on ne s'en cache pas. Tout comme quand nous ferons notre chefferie en 2013, mais ça va peut-être avantager les néo-démocrates. Mais on verra. On va peut-être le faire différemment aussi. Ouais, parce que c'est un des dossiers qui va être débattu au Congrès, ça. Nous, on parle, il y en a plusieurs d'entre nous au parti qui parlent d'ouvrir et de faire des primaires, comme il s'est fait en France pour le choix du chef du Parti libéral. Auprès de tous les Canadiens? Effectivement. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais ça, c'est un peu... pas décidé encore, un mais peu ça le sera, modèle américain. moi, je pense que ça va être un des sujets. C'est un modèle français, un modèle italien, un modèle américain. Oui, c'est ça. C'est un modèle où français, oui. tu invites la population à participer au choix du chef. Alors, on va voir si ça va se décider. Ça va être discuté. Alors, vous êtes aussi audacieux que ça. Ginette, quand je te disais que le parti est à se reconstruire, à se repenser, il y a des choses du genre qu'il va falloir effectivement considérer. Je ne te dis pas que ça va être accepté, ça, c'est les délégués qui vont décider. Mais quand même, ça a été accepté en France, ça a donné des résultats assez intéressants pour le Parti socialiste. J'ai eu une chance, moi, d'en discuter en septembre avec une des membres du Parti socialiste, une dame très gentille, et qui m'a expliqué comment ils y étaient arrivés et s'ils avaient au-delà de 2 millions de Français qui participaient au processus, que ce serait un grand succès. Ça a été ils en ont eu 2,7. Oui, c'est ça. Ils ont eu plus que 2 millions à chaque fois. Oui. En tout cas, on verra. Très intéressant. Bon, on va se tenir au courant parce que c'est innovateur et puis... c'est inclusif. C'est inclusif. On s'ouvre aux Canadiens. Oui. Je pense que c'est ça que les gens veulent. Une des choses que le Parti néo-démocrate a réussi à faire aux dernières élections, puis il faut leur donner ça, d'aller chercher les jeunes à cause d'un message qui était peut-être plus proche de leur réalité. Alors, on va vous suivre. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, tu es bien sûr au comité, vice-présidente du comité sur les langues officielles. Un dossier qui tient à cœur à tous nos téléspectateurs et à moi aussi, tu le sais.
Parlons des langues officielles présentement. Elles se portent comment, les langues? Ben, écoute, La loi et puis les communautés. il y a des signaux inquiétants qu'on a eus dernièrement, là. Le plus inquiétant de loin, c'est la nomination d'un vérificateur général unilingue, anglophone. C'est inquiétant pour une couple de raisons. Un, que ça soit fait comme ça. C'est aussi inquiétant parce qu'au début, lorsque le gouvernement avait entamé le processus, il avait même été spécifié dans la Gazette du Canada, c'est un document tu ne peux pas plus officiel, que la maîtrise des 2 langues était requise. Et on arrive en bout d'exercice avec une nomination d'un monsieur qui reconnaît ne pas parler français. Alors là, ça cloche. Ça cloche, au niveau qu'on s'attend à ce que le vérificateur général, qui est un agent du Parlement, puisse parler français et anglais, puisse s'adresser à quiconque au pays dans sa langue, et aussi qu'on respecte les conditions qu'on avait établies au départ. Et ça n'a pas été le cas. Mais ça a changé où en cours de route? Bien, c'est ce qu'on cherche à savoir, puis on n'y arrive pas. Explique-moi, Maurice, est-ce que c'est un poste dont les critères d'embauche doivent être approuvés par la Chambre? Non. Non, ça peut être fait La par le personne qui occupe le poste doit être approuvée par la Chambre. OK. Et je vais te dire, c'est la première fois, à ce que je sache, qu'un agent du Parlement n'est pas approuvé par tous les partis. Et moi, être à la place de M. Ferguson, je m'inquiéterais de ça. Parce que quand tu es approuvé seulement par le parti gouvernemental ou le parti ministériel, là, ça indique que tous les autres partis, les partis d'opposition, et d'ailleurs, je peux dire que tous les partis qui sont représentés en Chambre, même ceux qui ne sont pas reconnus officiellement, c'est-à-dire les néo-démocrates, les libéraux, les bloquistes et les Verts, étaient contre. Étaient contre la nomination de M. Ferguson. Ça, c'est inquiétant. Est-ce que le fait de ne pas parler français a aussi un impact sur la qualité de je parle pas de lui en particulier, mais de la personne qui est là? Est-ce qu'elle doit comprendre comment une communauté fonctionne pour être capable de faire des jugements ou des recommandations adéquates? Mais regarde, je vais te dire, présentement, le Comité des langues officielles est à étudier toute la question de la feuille de route et de son renouvellement. Et il y a eu des craintes ou des craintes qui ont été exprimées par la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Marie-France Canet, à dire que peut-être qu'il y a des ministères qui coupent dans les programmes qui existaient lorsque l'argent de la feuille de route arrive. Alors ça serait peut-être une question qu'un vérificateur général devrait vérifier, mais il y aurait pas mal de difficultés à le faire. Parce qu'ils ne connaisseraient pas les communautés, ils ne pourraient pas parler aux communautés directement, alors il faudrait que tout soit délégué. Quand tu commences à être obligé de déléguer les choses, tu deviens de 2e ordre. Et c'est ça que ça signifie. Et c'est pas acceptable. Tu as recommandé, toi, personnellement, tu as fait une plainte au commissaire aux langues officielles. Et ma plainte a été reçue et est en train d'être examinée. Et je peux te dire que nous examinons aussi présentement la voie juridique également. Oui. Puis, la question des juges, est-ce que vous entrez la question des juges? Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions. C'est pas tout à fait la même chose. C'est clair qu'on préfère que les juges à la Cour suprême soient des juges bilingues. C'est ce qu'on voudrait. M. Ray était très clair là-dessus. C'est notre préférence et on nommerait des juges qui le sont. Le prérequis n'est pas le même. Okay? Tandis que dans le cas du vérificateur général, le prérequis était très clair au départ. Respecte. Si tu veux changer le prérequis, recommence le processus. D'ailleurs, Mme Barabas, qui est la présidente de la Commission de la fonction publique, lorsqu'on lui a posé la question, elle a été très, très claire là-dessus. Elle a dit, pour la fonction publique, lorsque quelqu'un ne rencontre pas les exigences du poste en langue, il n'a pas la job. Non. Point à la ligne. Ouais. Et là, le gouvernement s'est retourné de bord et il a dit, on peut pas ne pas permettre à 80 des gens. Bien, si tu veux permettre à 80 des gens les unilingues, là, anglophones ou francophones, bien, dis-le au départ. Parce que quand tu n'as pas dit ça, il y a des gens qui se sont restreints eux-mêmes de faire leur demande parce qu'ils ne se considéraient pas bilingues, qui auraient peut-être été meilleurs que M. Ferguson, mais on ne le saura jamais. On ne saura jamais parce qu'ils n'ont pas fait de demande à cause d'une demande. C'est un recul, ça. De toute façon, je pense, sans parler de M. Ferguson, je ne sais pas, mais rien que le fait que quand on demande quelqu'un bilingue, c'est pas
quelque chose qui vient naturellement. C'est quelque chose qu'on a appris, une deuxième langue. Donc, c'est une compétence. Oui, mais là, il va dire, je vais l'apprendre en un an. Ça veut dire quoi? Il ne travaillera pas beaucoup pendant un an. Il fait payer 350 quelques mille dollars par année. Là. C'est tout croche, là. Je donne un autre exemple sur les langues officielles des préoccupations. Je sais qu'il y en a qui vont dire le contraire parmi les conservateurs. Mais il y a des députés conservateurs, présentement, jusqu'à 6, je crois, qui déposent des pétitions en Chambre qui demandent l'abolition du financement de Radio-Canada-CBC au complet. On s'en va à la pause là-dessus. On revient, parce que ça, c'est une question qu'on en entend parler, puis j'aimerais que tu nous éclaires un peu là-dessus. Reste avec nous, on revient tout de suite. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurice Bélanger, décédé récemment. En compagnie du député Maurice Bélanger, député libéral d'Ottawa-Vanier à la Chambre des communes. On parle des grands enjeux qui sont devant la Chambre et, bien sûr, l'ordre du jour, les projets de loi qui viennent devant vous sont principalement des projets de loi du gouvernement conservateur, du gouvernement. Il y a quand même des projets de loi qui sont soumis par Le projet de loi émanant des députés, on dit. Oui. Des députés, ça émane des députés. Mais on va arriver à ça tout à l'heure, mais on parlait de Radio-Canada. Et tu disais que... il y a deux députés ici là, en particulier. Rob Anders, qui est député de Calgary-West, et Gary Bright-Cruz, qui est le député de Yorkton-Melville. C'est deux députés conservateurs. Melville, c'est dans le coin de Toronto? Non, Saskatchewan. Qui ont déposé des pétitions qui demandent effectivement d'éliminer le 1,1 milliard qui est versé à Radio-Canada. Il y a un certain temps. À Radio-Canada et CBC? Et CBC Radio-Canada. Okay. L'enveloppe, c'est 1,1 milliard. Nationale. Ils veulent éliminer ça. Télévision publique. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, le Parti conservateur faisait un sondage auprès de ses membres. C'était reporté dans le Globe and Mail, Oui. où il demandait, une des questions qu'il demandait, c'est est-ce que vous croyez que l'argent, le 1,1 milliard qui est versé à Radio-Canada CBC est de l'argent bien dépensé ou gaspillé, c'est quelque chose du genre. Tu as aussi tu as une bataille en règle dans la chaîne de journaux Sun qui appartiennent la société qui est menée par Pierre Carl Perlado, qui attaque quasiment quotidiennement Radio-Canada CBC. Alors, ils vont dire, oui, le ministre James Moore défend Radio-Canada. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de coupure, mais là, il va en avoir. Alors, puis, il ne peut pas dire que c'est pas vrai. C'est ses propres députés qui déposent ces pétitions-là. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Parce que moi, je pose la question à tout le monde qui vient au comité des langues, et sans exception, ils disent tous, on ne peut pas se permettre de perdre Radio-Canada. Bien, les francophones, surtout, disent ça, ou les anglophones également aussi. Absolument. Bien, quand on regarde Radio-Canada et CBC, ces deux chaînes qui ont été au début, c'était rien qu'une, qui a été séparée en deux, mais qui ont été créées pour permettre aux Canadiens de se voir à l'œuvre. C'est supposé de véhiculer la culture. Ouais. Écoute, c'est pas parfait, là. Je dirais que jamais c'est parfait, mais moi, je vais toujours défendre Radio-Canada, CBC, les deux, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, en fait, de refléter ce qu'on est comme nation, ce qu'on est comme peuple. Oui. Et puis, on ne peut pas se permettre de perdre ça. Ben non, autrement, je sais pas, mais c'est à suivre, hein? Oui, ça va être à suivre. Il y a un autre, en parlant justement de pan-canadien, il y a un projet de loi qui va vraiment toucher à tout le monde, qui est devant vous. Le projet de loi C-20, sur la loi qui va repenser la carte électorale, les frontières des circonscriptions, le nombre de députés, et qui veut présentement augmenter. Il s'en vient devant vous la semaine prochaine. C'est ça? Oui, il est devant un comité comme c'est là, puis il va probablement être revenu au Parlement peut-être même cette semaine. Là. Alors, c'est ces jours-ci. Oui. Donc, C-20 veut augmenter le nombre de députés en augmentant le nombre de circonscriptions. C'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un recensement majeur, aux 10 ans, donc, il est censé voir si le nombre de circonscriptions correspond à la population. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre... comment expliquer ça, là?
je vais arrondir les coins, OK? Il Oh, est censé oui, avoir oui, oui. peut-être 100 000 personnes par comté. Et quand tu es rendu à 31 millions, bien, tu peux t'attendre qu'il y ait 308, 310 comtés. Quand tu es rendu à 33 millions, peut-être tu peux penser qu'il va y avoir 330 comtés. Oui. Oui. Alors là, tu as eu 3 provinces où la population a augmenté plus vite qu'ailleurs, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Et ces provinces-là ont plus de monde par circonscription que d'autres. Alors là, il y a une volonté d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure représentation qui est plus près de la proportion de leur population. Ça s'appelle rep by pop, c'est-à-dire une personne à un vote, ainsi de suite. Sauf qu'il y a de l'histoire dans notre pays. Il y a de l'histoire qui dit que, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, tu n'auras jamais moins de députés que de sénateurs. Il y a 4 sénateurs. Donc, il faut qu'il y ait 4 députés. Au Nouveau-Brunswick, il y a 10 sénateurs, donc il y a 10 députés. Même si la population ne justifierait pas d'avoir 4 députés, parce que tu as quoi, 125 000 personnes à l'île du Prince-Édouard, mais il y a 4 députés. Nouveau-Brunswick, Ici, ta circonscription... on est 110 000. 110 000, c'est ça. À peu près, là. Alors, on a un député, mais eux en ont 4. Mais c'est quelque chose qu'il faut Tu as des circonscriptions accepter. dans le bout de Toronto qui sont 170 000. On voit ici la carte de ta circonscription, puis on voit quand même, c'est très, très, très central. C'est c'est dense. Oui. Donc, oui, il y en a dans le mais cas de là, Toronto ce qui que le ont gouvernement 170 000, propose, mais- c'est d'ajouter 17 sièges en Ontario, 3 au Québec, quelques-uns en Alberta et en Colombie-Britannique. Donc, d'ajouter 30 sièges, 30 députés de plus à la Chambre. Nous, on dit juste où on va arrêter ça, là. Si on fait ce même genre d'exercice à chaque 10 ans, et que si jamais on monte à 50 millions de population, ce qui est probable, là, on va avoir 500 députés. Là, premièrement, moi, je peux te dire qu'on est pas mal tassés comme c'est dans la Chambre. Ça, je l'ai Alors, dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, vous allez vous Et asseoir. on a amené une formule, nous, autres, on dit sans ajouter de députés, en restant à 308 et en redistribuant les sièges, on peut arriver à une meilleure représentation, une qui est plus proche que celle qui est proposée par le gouvernement. Ça veut dire que certaines provinces verraient leur nombre de sièges diminuer. Québec, Manitoba, Saskatchewan, je crois. Il faudrait que je regarde. Mais la proposition est disponible en ligne. Là, Mais ça, c'est la proposition, ça, c'est ce que le Parti libéral dit. Oui. Présentement, le projet de loi qui est devant vous, le projet de loi du gouvernement Harper, propose d'augmenter de 30 sièges. Vous proposez, vous aimeriez maintenir, mais le nombre à 308, on n'a pas besoin réduire. d'ajouter de députés, là, mais on peut faire une redistribution des Mais ça ne sièges. doit pas vous rendre très, très populaire à certains endroits. C'est encore drôle. Ah oui? Moi, est-ce que tu connais beaucoup de monde qui demande qu'il y ait plus de députés? Non, on s'en va, on s'en va une pause là-dessus. Tu m'as eu là-dessus. On revient tout de suite, reste avec nous. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurice Bélanger, décédé récemment. Je suis en compagnie du député Maurice Bélanger. Maurice, on t'appelle encore honorable parce que tu as été ministre. Oui. Et puis, je trouve ça bien qu'on garde ça, moi. Je trouve que c'est une belle tradition. Je ne le dis pas souvent, mais c'est l'honorable Maurice Bélanger. Et c'est un grand plaisir pour nous que tu prennes le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Puis jaser ces choses, entendre ce qui se passe. Les gens étaient un peu inquiets après la dernière élection, en pensant peut-être qu'on allait perdre quelque chose au Canada, perdre le Parti libéral, qui est là depuis les débuts, avec le Parti conservateur. Bien, et puis, néo-démocrate, ça fait quand même depuis les années 60 qu'il est là. Donc, bravo pour la réorganisation. Ah, écoutez, on a eu un sérieux message, là, qu'on on a du travail à faire. Et après s'être liché les plaies là, pendant un bon bout de temps, on est maintenant sérieusement au travail. Et moi, j'ai confiance que dans les 3 prochaines années, le parti va se refaire. Il va faire le travail qu'il doit faire, le travail de terrain, d'augmenter son adhésion, son financement, mais aussi d'être plus ouvert à la population et à sa volonté. Qu'est-ce qu'ils vous disent, la population? Est-ce que les messages qui reviennent?
Ils nous disent on veut que vous nous écoutiez. On est tanné de se faire dire comment les choses doivent aller. Écoutez-nous pour un bout de temps. Moi, je t'avoue, depuis ce temps-là, j'ai fait 3 tables rondes dans le comté. Et c'est pas seulement que des libéraux qui y sont venus. Là. C'est des gens qui sont intéressés à la chose publique. Et ils sont venus, puis ils ont fait part de leurs commentaires. Puis il faut s'intéresser à la chose publique. C'est le monde dans lequel on vit. Voilà. On ne peut pas rien dire, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ma mère m'a toujours dit, si tu t'organises pas, les autres vont t'organiser. Absolument. Puis c'est vrai. Elle a raison. Elle avait raison. Elle avait raison, puis c'est très vrai. Puis, donc, on parlait, avant la pause, on parlait de le projet de loi C-20 qui porte le titre. C'est quoi le titre? Parce qu'on va le voir, là. Est-ce que tu le connais, le titre, par cœur? C'est celui qui ajoute 30 députés. C'est modifier la loi constitutionnelle du 1867 sur la révision des limites des circonscriptions électorales et la loi électorale du Canada. C'est ça. Donc, vous proposez de réduire, mais là, moi, je me dis, si vous réduisez le nombre de députés... On ne réduit pas, on conserve. Vous conservez. Le même nombre. Mais on conserve le nombre. Mais oui. on réorganise. Donc, il y a des provinces qui vont en avoir plus qu'il y en a présentement. C'est ça. Mais sauf que, il y a des provinces comme le Québec puis l'Ontario qui vont en avoir moins. Ils ne seront pas trop Le contents. Québec, là, si tu prends... Là, ils ont 75 sièges. Si tu prends 78 sur 340, parce que c'est ça qu'on aboutirait, ça fait moins proportionnellement que 75 sur 308. Ah bon, OK. Alors, entre les deux propositions, le Québec... J'invite les gens à aller voir l'aboutissement, là. Par rapport à est-ce qu'ils sont plus proches de leur représentativité ou non, et est-ce qu'ils sont mieux, en fait, de pourcentage de représentativité qu'ils ne le seraient avec la proposition du gouvernement. Et dans tous les cas, ce qu'on propose est meilleur. Et ça va sauver aux Canadiens de payer 30 députés de plus à chaque année. Ça coûte des bijoux, ça. Là. Ben oui, parce qu'on ne parlait pas rien que d'une personne, on parle d'un bureau, là. On parle d'un bureau. On parle au moins... Moi, je calculerais au moins 15 à 20 millions, là, je parle de dollars d'aujourd'hui, là, de plus par année. Là. Et ça, c'est sans compter ce qu'il va falloir faire pour augmenter la grosseur de la Chambre, augmenter les bureaux, tout ça. Alors, franchement, dans une période d'austérité, c'est pas la chose à faire, surtout qu'on a proposé, nous, et d'ailleurs, Ginette, là-dessus, les experts sont venus au comité pour la plupart appuient notre proposition. Et la plupart des commentateurs et des éditoriaux, même dans les journaux dits de droite, appuient notre proposition. Mais le gouvernement n'écoute pas. Non? Non. Parce que vous pouvez, là c'est devant le comité. Oui, le gouvernement n'écoute pas. Fait que le gouvernement a décidé que c'est de même, tassez-vous, on a la majorité, on mène, puis c'est de même que ça va se faire. Donc, il n'y aura pas moyen d'influencer. Mais on peut penser qu'un gouvernement majoritaire se conduit toujours comme ça. Est-ce pas normal? Non, madame. Non. J'ai fait partie de 3 gouvernements majoritaires auparavant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les chroniqueurs encore. Même, il y a une dame du journal Le Devoir qui a fait l'analyse. Et pour les gouvernements précédents, libéraux et progressistes conservateurs, 2 tiers des projets de loi qui revenaient des comités étaient amendés par le comité. Parce que le gouvernement n'a jamais eu le monopole de la vérité. Alors, si les partis d'opposition arrivent avec des propositions qui ont de l'allure, qui font un bon sens, qui renforcissent ton projet de loi, des fois, tu les peaufines un peu pour dire « Ah, OK, ça vient de nous vraiment. » Ça, je veux bien, mais on les acceptait. On les acceptait, tandis que ce gouvernement-ci n'accepte rien. Même quand c'est meilleur, là, ils viennent de... Prenons C10, par exemple. Il y a quelques jours, on entendait à la radio que lorsque le projet de loi C10 sur la loi la sécurité des rues et des communautés, lorsqu'il est revenu pour la 3e lecture, pour être adopté en Chambre, le gouvernement a voulu proposer les amendements de M. Cutler. Oui, notre critique Votre critique en matière de sécurité et de justice. Il faut comprendre. C10, là, c'est effectivement 9 projets de loi. C'est un projet omnibus. C'est un projet omnibus. Et un des projets de loi parle de terrorisme et de donnerait le droit à des Canadiens qui ont été victimes d'actes de terrorisme de poursuivre des gouvernements étrangers. Irwin a un tel projet de loi lui-même devant la Chambre. Il l'avait présenté au préalable. Et le gouvernement a tenté d'en présenter un lui-même, mais il n'est pas aussi bon que le sien. Alors, Irwin a tenté d'y amener des amendements, puis ils ont dit non à tout. Après, les experts leur ont confirmé que M. Cutler avait peut-être raison. Là, le gouvernement les a peaufinés un petit peu pour les présenter comme les leurs.
Mais les règles de la Chambre sont très claires. Si des amendements sont refusés en comité, tu ne peux pas les ramener à l'étape du rapport. Fait que le président de la Chambre les a refusés. Là, le gouvernement est pris... Est-ce que ça s'est déjà vu, ça, avant? Procéder de cette façon-là? Euh, D'un gouvernement qui arrive en troisième lecture, propose des amendements après que c'est passé au comité. As-tu déjà vu ça avant? non, oui, ça s'est arrivé quelques fois, oui. Parce que là, ils se rendent compte qu'il y avait peut-être une erreur, puis ils vont les amener. Alors là, qu'est-ce qui arrive à ces amendements-là qui font du sens? Là, le projet de loi a été adopté hier soir en Chambre, il est rendu au Sénat. Alors là, ils vont probablement présenter ces amendements-là au Sénat. Et s'il est amendé au Sénat, il faut qu'il revienne en Chambre, pour que la Chambre accepte les amendements. Pas pour 3 lectures. Oui, oui. Ah, il recommence son processus en Chambre? Bien, ça peut être raccourci un peu, mais les néo-démocrates auront peut-être un mot à dire. Bon, ça veut dire que C10 n'est pas à veille d'être mis en œuvre. Ça veut dire qu'on va voir réapparaître la guillotine, c'est-à-dire des motions qui limitent le temps de débat. Encore une fois. Oui, oui. C'est ça qu'on va On voir. s'en va à la pause. On revient tout de suite. Restez avec nous. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurice Bélanger, décédé récemment. Je suis en compagnie du député Maurice Bélanger. On parle de plein de choses qui m'intéressent. Et puis, j'espère que ça vous intéresse, vous aussi. Du moins, il faut vraiment se pencher sur ces questions-là, parce que c'est des questions qui définissent notre vie en société. Puis avant d'aller plus loin, mon réalisateur me rappelle de vous dire que si vous voulez nous joindre, vous pouvez le faire, bien sûr, en laissant un message sur la boîte vocale d'émission au 613-247-4616 ou encore sur notre site web tvrogers.com. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, à Ginette Gratton reçoit, ou sur Twitter. Donc, beaucoup de façons. Maurice, toi aussi, tu communiques beaucoup de toutes les façons. J'ai pas de Facebook, je ne tweete pas. Là, tweete pas encore, hein? Disons, j'utilise le téléphone pas mal. Oui. Mais c'est et encore la meilleure courriel façon. et rencontres. L'avantage que j'ai sur la plupart de mes collègues, c'est que je suis chez moi. Oui. Alors, tous les jours, je rencontre les gens. Ils doivent t'envier pour ça. Parce il y a du bon puis du mauvais. Comme dans toute chose. Comme dans toute chose. Donc, on parlait de C10, les amendements qui sont venus. Là, c'est parti au Sénat. Le Sénat, habituellement, c'est rare que le Sénat va apporter des amendements, mais il peut apporter des amendements. On l'a vu dans le passé. Oui. Ensuite, il faut que ça revienne en Chambre. Il faut que ça revienne en Chambre. Donc, vous n'êtes pas à veille de partir pour les vacances de Noël, vous autres, là? Bien, écoute, moi, je croyais... Il y en a plusieurs qui pensaient que la Chambre ajournerait cette semaine. Ça commence à devenir improbable. Parce que le gouvernement semble très déterminé à ce que C10 soit réglé avant 100 jours de chambre. Alors, on verra. C'est quoi 100 jours? 100 jours ouvrables. 100 oui, jours, mais c'est quoi les 100 jours? Ça tombe quand? Je ne sais pas. Je pourrais faire le calcul. Je pensais que c'était janvier. Mais dans la tête de tout le monde, il voulait que ça soit fait avant Noël. Il voulait abolir le registre des armes à feu. Il voulait abolir la Commission canadienne du blé. Il voulait passer C10, tout le projet de loi omnibus sur la criminalité, et un autre sur le budget, naturellement, et C20 sur la représentation. Ils vont-ils réussir? On verra bien. Parce qu'il y en a plusieurs qui pensaient que... C20 avant Noël aussi, là? Pas au Sénat, mais en Chambre. En Chambre. Donc, ça va vite. Ça va très vite, là. Trop vite, même. Est-ce qu'on a le temps de s'arrêter pour penser à l'impact de tous ces changements sur le Canada qu'on a connu dans le passé? C10, là, c'est assez intéressant. Ce matin, là, hier matin, il y avait une conférence de presse du ministre de la Justice avec un représentant des chefs de police. Et le ministre de la Justice dit, on a le mandat, ça, la même rengaine là, qui nous sert depuis un certain temps. Le chef de police, c'est intéressant, il dit, il faut faire attention, il dit, parce que là, on se dirige strictement vers le côté de punir, de punition. Il faut prévenir aussi.
Et là, on a un projet de loi qui va coûter des yeux de la tête. D'ailleurs, je lisais là, dans au Soleil en fin de semaine, le ministre de la Justice du Québec, Jean-Marc Fournier, calcule, eux, que ça va leur coûter, pour construire des prisons, 545 millions de plus, et entre 40 et 74 millions annuellement de frais d'opération. Ça, c'est une province. On parle d'un demi-milliard, là. Et puis c'est pas la plus grosse. Ontario, Mme Meyer, ma collègue, mon homologue, a commencé à envoyer une lettre au ministre de la Justice là, disant, écoutez, là, c'est pas correct que vous proposiez des lois qui vont nous coûter très cher sans nous en parler. Il faudra que l'argent suive. Mais c'est que c'est coûté cher, mais c'est pas rien coûté cher, c'est qu'est-ce que ça fait à notre façon. Je pose la question. Ils ont fait ça au Texas, ils ont fait ça en Californie. Ou punir, ça les a coûté les yeux de la tête et ça ne fonctionne pas, ça augmente la criminalité. Les gens qui passent des années en prison, ça devient des endurcis, et le taux de récidivisme augmente au lieu de diminuer. C'est prouvé, ça. Alors, toute la société civile a tenté de convaincre le gouvernement au moment où nos taux de criminalité baissent. On va faire plus d'incarcération, ça va coûter plus cher, et on va faire augmenter le taux de criminalité. C'est vraiment l'envers. Mais le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui est le porte-parole francophone du gouvernement sur cette question, nous dit que dans les prisons du Texas, il n'y a pas de réhabilitation comme on en fait ici, dans nos prisons. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Mais moi, moi, je veux pas... Écoutez, on n'aura pas de monde où il n'y aura jamais de criminalité. Non, ça, c'est sûr. Mais c'est certain qu'il va y en avoir plus si on ne fait pas d'efforts pour l'atténuer, pour le prévenir. Et si on met tout notre argent du côté de punir et puis d'incarcérer, et au lieu d'essayer de prévenir puis de s'attaquer aux problèmes sociaux, c'est officiel que le taux de criminalité va augmenter puis qu'il va falloir faire construire des prisons. Moi, j'aimerais bien mieux construire des écoles, bien mieux construire des centres communautaires que de construire des prisons. Ça fait une société où il y a une plus grande cohésion, un plus grand civisme, et les gens sont plus heureux. Et on l'a vu. On a vu comment ça ne fonctionne pas aux États-Unis, là. Et même, ce sont les Américains qui sont venus nous dire « Faites pas nos erreurs ». On n'écoute pas, là. On a mis nos œillères idéologiques, on fonce. Bien, c'est à suivre. Hein? Alors là, le projet de loi C-10 est au Sénat. Il va revenir, ça va aller rapidement parce que le 100 jours, c'est bientôt. Maintenant, il y a C-20 aussi. Mais en parlant ça m'amène à parler de l'intimidation. C'est une question qui me tient énormément à cœur depuis toujours. Et encore plus ces temps-ci, parce qu'on en entend plus parler. Il y en a qui disent « Ah, ça s'est toujours passé, les jeunes adolescents qui s'en enlevaient la vie. » Peut-être, mais j'ai l'impression qu'on... On n'en parlait pas. On n'en parlait pas, c'est ça. Puis maintenant, on devrait, comme être humain, devenir plus conscient, puis monter un peu, et non pas descendre, puis d'accepter « ça s'est toujours passé, ça va se passer encore aujourd'hui. » Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour sensibiliser, pour réduire, pour outiller ceux qui voient et qui ne parlent pas? Bien, écoute, premièrement, je suis parfaitement d'accord avec toi qu'il faut faire des choses. On a eu le fils d'un conseiller municipal qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps. On a tous suivi la situation de la jeune femme qui s'est suicidée aussi, suite à du bullying, de l'agression. Intéressamment, on a fait, on a présenté, et c'était l'initiative de Bob Ray en Chambre au début d'octobre, une proposition. Puis c'était vraiment, on a tenté de mettre de côté la partisanerie et de demander au gouvernement de s'y attarder et d'élaborer une politique anti-suicide. Ce qui inclurait, il faut que ça inclue forcément, là, si on parle de suicide chez les jeunes particulièrement, tout un aspect anti-bullying, qui fait en sorte... Là, tu vois que le gouvernement de l'Ontario s'en vient là-dedans, le gouvernement du Québec aussi. Mais il y a de l'entente entre les partis aussi. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu d'écho depuis. Là, parce que la Chambre, ça n'a pas été adopté unanimement. Il y a eu 3 qui ont voté contre. Les députés du Bloc, parce qu'ils voyaient ça comme l'ingérence dans un champ de compétences provinciales. Mais ils n'étaient pas contre l'idée. Non, ils ne sont pas contre l'idée, ils sont contre l'ingérence perçue. Je ne sais pas que s'il y a de l'ingérence, il n'y a rien qui t'empêche d'élaborer une politique nationale en collaboration avec les provinces. C'est ce qu'on souhaitait de nous, d'ailleurs. Mais il va falloir qu'on y aille à ça. Il faut qu'il y ait, il faut que nos gouvernements
tous les gouvernements, moi je parle fédéral, provincial, municipaux, avec la société civile, s'entendent sur une stratégie qui va prendre un certain temps, qui va prendre des sous pour s'attaquer au problème de suicide. Au problème, moi je dis suicide, toi tu dis bullying, mais ça se rejoint, là. Oui, ça se rejoint parce que souvent le bullying mène à ça. Ah oui, oui, Et moi j'en ai vu, dans ma jeunesse, là, dans mon école, il y avait un petit jeune là, parce qu'il y avait peut-être un handicap, là, tout le monde tapait dessus. Et puis il l'insultait, puis il riait de lui. J'ai vu des jeunes se suicider. Ah oui, oui. Je ne les ai pas vus moi-même, j'ai vu le résultat. Il y en a beaucoup plus mais... qu'on pense. Au centre psychosocial pour famille, pour enfants et familles, c'est une grande préoccupation. Puis il y a souvent des décès de jeunes qui sont attribués à quelque chose d'autre. Puis au bout de la ligne, ça a été un suicide. Il faut des efforts. Moi, j'ai participé à un effort collectif dans notre communauté dernièrement. J'en suis très fier, où la Maison Fraternité, qui sont à construire un centre où il va y avoir des traitements, un centre de traitement résidentiel pour les jeunes qui ont un problème de drogue. On va peut-être travailler fort là-dessus, toi. Oui, parce qu'on a ramassé de l'argent, puis les clubs Richelieu, puis Maison Fraternité, puis là, c'est en train de construire, ça va être opérationnel l'an prochain. Il était, Dieu du ciel, qu'il était temps qu'on le fasse. Oui. Il était temps qu'on le fasse, dire que des jeunes dans la capitale du pays devaient s'expatrier ailleurs pour avoir des traitements pour des problèmes. Puis il y en a un bon temps, mal temps, il y en a un bon temps, mauvais temps. Il y en a probablement près de 400 jeunes là, qui ont besoin d'aide dans notre région. Alors, là, ça, c'est ceux qui sont sur la liste. Mais c'est ça que ça prend. Ça prend des initiatives. Je dois t'avouer, là, puis c'est le fait que je suis devenu grand-père, moi, qui m'a réveillé à ça. Là. Oui, parce que j'ai une petite fille de 14 ans qui... Quand elle est exposée à ces choses-là, tabarnouche, c'est pas... Alors non, il faut faire quelque chose. Puis là-dessus, nos gouvernements ont une responsabilité morale. Oui, oui. Puis nous, on a une responsabilité morale d'appuyer aussi des initiatives et de bouger. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à accepter qu'on soit debout, qu'on regarde les choses et qu'on ne fasse rien au nom de « ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Ça a toujours existé. Il faut faire quelque chose. Bien, ça a peut-être toujours existé, mais ça peut-être... C'est pas de notre vivant qu'on va éliminer la criminalité, puis la violence, puis tout ça. C'est pas de notre vivant qu'on va éliminer les écarts sociaux. Puis on peut au moins prendre soin de ceux qui ont des problèmes, et puis ceux qui ont besoin de notre appui. On s'en va une pause. On vient tout de suite rester avec nous. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurice Bélanger, décédé récemment. Il reste quelques minutes, Maurice, déjà, ça passe vite. J'aimerais savoir, par rapport à l'économie, on aurait pu parler rien que d'économie parce que ça préoccupe beaucoup les gens, mais... Moi, de ce côté-là, je veux dire, Ginette, il y a une chose qu'il faut que nos gouvernements, puis là, encore une fois, j'inclus les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux et supranationaux, doivent retenir, c'est le mouvement qui s'est fait, qu'on a vu là, cet été et cet automne, un peu partout au monde. Oui, les indignés, occupations, le 99 Wall Street, les gens qui s'identifient au 99 Bien, moi, je leur donne en grande partie raison. Je me souviens toujours d'un dénommé John Roth, qui était le président, PDG de Nortel ici à Ottawa. À un moment donné, lui, il est parti, puis il y avait, je pense, il y avait 140 millions. Il est parti. Peu de temps après, tous les actionnaires ont perdu ce qu'ils avaient. Ensuite, les employés ont perdu leur job, et ensuite, les anciens employés ont perdu leur pension. Et ça, là, c'est révélateur. Il faut qu'on ne peut pas permettre ça dans une société, ces écarts. Et les écarts grandissent, là. Alors, je ne te dis pas qu'on va pouvoir les aplatir du jour au lendemain, mais c'est le rôle des gouvernements, à mon humble avis, de rétrécir ces écarts. Et c'est ce que le mouvement des indignés, Occupation, Wall Street, c'est ce qu'il disait. Il y a des gens... Moi, je déplore le fait qu'on entend dans les médias trop souvent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas réussi à faire valoir. Mais oui, ils ont réussi. Ils veulent Comment se ça se fait que respecter. moi, j'ai compris, puis que les autres, puis toi, tu as compris, puis il y en a qui n'ont pas compris. Ils ont dit qu'il y avait trop d'écarts et les gouvernements étaient responsables de la justice sociale, finalement. Voilà. Cohésion sociale, justice sociale. Est-ce que ce mouvement-là, selon toi, est mort ou il va ressurgir? Il hiverne. Il va ressurgir au printemps, tu vas voir.
oui. il ne peut pas mourir. Oh non, non, il ne peut pas mourir parce que ça sensibilise les gens. Puis, c'est pas anti, c'est pro. C'est Voilà. pro. C'est C'est pro. respectez-moi. Oui, Si je respecte les règles du jeu, n'ai pas changé les règles du jeu après coup pour me fourvoyer. oui. Puis, ça donne de l'espoir, donner de l'espoir aux jeunes. Il y a des endroits, comme on regarde en Angleterre présentement, c'est désespérant pour les jeunes. C'est ça. Il y a un dossier aussi qui intéresse les gens, c'est sûr, puis c'est peut-être moins de justice sociale, mais c'est quand même un endroit qui est très beau. Là, je parle de la base militaire Rockcliffe, qui est dans ta circonscription. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Je peux dire, Ginette, que la Société immobilière du Canada, qui est maintenant détentrice du terrain, Oui. se prépare à venir exposer leurs idées au grand public là, au premier trimestre de 2012, février-mars, j'imagine, quelque temps, et s'engager dans un processus de consultation réel et public. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit, je les crois. Et la population qui est moindrement intéressée à ça aura à suivre ce dossier. J'ai l'impression qu'on a pour 1 an et demi, 2 ans de consultation avant qu'un plan soit arrêté, un plan de développement, d'aménagement du territoire, et qu'ensuite, ça prendra probablement jusqu'à 10 ans avant que ça soit développé. Oui. Est-ce qu'il y a des liens autochtones ou des... Il y a une entente, qui est intervenue entre la communauté algonquin et la Société immobilière du Canada. Je crois qu'il y a eu un échange de 10 millions de dollars que les Algonquins auront ou recevront en retour de permettre que le développement procède. Et ils ont voix au chapitre par rapport au développement, ce genre de choses, et peut-être un choix à certaines propriétés valeur marchande. OK. Mais je n'ai pas vu l'entente telle qu'elle. Ben, ça va être à surveiller. Absolument. Merci beaucoup, Maurice, d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. J'espère que tu vas revenir Plaisir nous voir filmien. plus souvent. Plaisir Et puis, filmien. ouais, n'importe quel temps, Joyeux on va te Noël. donner. Ben, toi aussi, joyeux Noël, puis on va revoir l'émission dans le temps des fêtes. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle, belle fin de journée. Puis je vous souhaite tout l'amour du monde, puis on se voit demain. Merci beaucoup.